Bonjour chère auditrice, bonjour chers auditeurs et bienvenue sur cette chaîne de podcast Zen Attitude chez Zenome. Donc je suis Stéphanie Jasny, je suis énergéticienne, médium et passeuse d'âme et je travaille au sein de ma micro-entreprise que j'ai ouverte en janvier 2023. Donc vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le nom de Stéphanie Zenome, mais également sur mon site www.zenome.fr. Vous y trouverez les nouveaux accompagnements que j'ai mis en place pour la rentrée de janvier 2024 et je vous invite à vous inscrire à ma newsletter pour vous tenir informé sur les prochaines initiations qui sont possibles et les prochains stages de passeur d'âme. Tout ça, je le partage dans ma newsletter, donc n'hésitez pas, c'est gratuit. Je vous laisse maintenant profiter de cet épisode. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Ça fait un moment que je vous disais qu'il fallait que je reprenne les lectures de Seth. Je parle souvent d'extraits de ce livre, Seth parle. Et ça y est, je me suis lancée dans la relecture de ce livre, donc avec le tome 1. Alors pour un petit peu faire l'introduction de ce livre, un petit peu pour vous expliquer comment il a été écrit. Donc le titre, c'est pour le tome 1, c'est Seth parle, l'éternelle validité de l'âme. Donc Seth est une personnalité qui parle à travers Jan Roberts, l'auteur. Et en même temps, c'est pas tout à fait elle qui a écrit le livre, c'est elle qui se faisait traverser par cette personnalité, donc qui partage son expérience, ses vérités, du coup de l'autre côté. Et donc c'est son mari qui, à travers un dialogue avec Seth, a fait en fait les enregistrements et la retranscription de ces séances. Donc à chaque fois, dans le livre, vous avez une partie où c'est écrit en italique. Et du coup, ça, ce sont les pensées ou les remarques du mari. Et tout ce qui est écrit, droit, pas en italique, eh bien, c'est le livre de Seth. Et donc, Seth, dès le premier chapitre, explique qu'il écrit ce livre sans être incarné sur notre plan. Et donc, à travers la préface de Jan Roberts, elle nous explique que même elle, au début, elle a douté, à savoir si c'était pas un trait de sa personnalité, en fait, qui s'exprimait. Et elle s'est aperçue que quand elle fait comme ça des enregistrements, parce qu'elle est écrivain, donc elle écrit des livres, et si elle fait des enregistrements, si elle ne réécoute pas, elle perd le fil de ses pensées. Là, les retranscriptions, donc généralement les séances se font le lundi et le mercredi, et parfois le jeudi si jamais c'est décalé, et donc cette personnalité, Seth, ne perd pas le fil de ses pensées. Donc elle se dit à chaque fois, non, en fait ça peut pas être moi qui est en train de vous expliquer le livre, de faire autre chose, parce que je suis incapable de partager comme ça, comme il fait. Et en plus, elle explique qu'elle n'a pas les mêmes traits d'humour, ni la même personnalité que cette personnalité qui s'exprime à travers elle. Et en plus, elle a fait aussi des séances avec ses étudiants où eux peuvent témoigner aussi. D'ailleurs, il y a même une vidéo sur YouTube, vous pouvez aller la voir. Jan est plus du tout la même quand Seth parle à travers elle. Elle prend même différentes intonations, différents accents, parce que cette personnalité, elle aussi explique, Seth, qu'elle doit s'adapter aussi à cette façon de communiquer avec nous dans la matérialité. Comme ce n'est plus une personnalité matérielle qui s'est incarnée là sur ce plan, du coup elle a besoin de cette adaptation. Et donc dès le début, il nous explique comment c'est possible avec Jan, parce que voilà, les deux se connaissent depuis longtemps et qu'elle était prête à ça, à pouvoir faire cet échange énergétique. Donc il y a toute cette explication-là. Donc c'est un livre vraiment super intéressant qui a beaucoup changé de choses chez moi. Et dès le chapitre 1, il nous explique que à travers la lecture, non seulement il s'adresse à nous, lecteurs qui est en train de lire, mais aussi à nous, tout notre corps. C'est comme si qu'il y avait
un rappel des mémoires, un petit peu un encodage qu'on refait au niveau des cellules pour nous rappeler tout ça. Alors bien évidemment, vous êtes absolument libre de croire ou non à ce qui est dit dans ce livre, à comment il a été fait, comment il a été rapporté, mais c'est juste pour vous expliquer voilà, que le fait de lire ce livre, ça peut changer pas mal de perceptions, et pas seulement au niveau du mental. Parfois, il y a certains chapitres où mon mental ne comprend pas vraiment tous les principes de physique quantique qui sont abordés, et pourtant l'information passe à travers le corps. Vous voyez, quand j'ai lu ce livre, j'avais des moments où j'avais des vertiges, le souffle coupé, et j'étais obligée d'arrêter ma lecture parce que parfois c'est trop. C'est trop, il y a quelque chose énergétiquement qui passe et il y a besoin d'intégration par le corps. Donc ce livre, je ne vous conseille pas de le lire en une seule fois, de prendre le temps de le lire et de vous laisser imprégner par ces enseignements. Et donc c'est grâce à ce livre aussi où j'ai pu après connecter voilà, à d'autres vies dans d'autres plans. C'est vraiment ce livre qui m'a changé un petit peu toutes ces perceptions sur l'âme, l'âme multidimensionnelle, etc. Et en fait, effectivement, vous ne pourrez pas connecter à d'autres vies, que vous appelez vie antérieure. Vous ne pourrez pas connecter à ces autres plans si vous n'avez pas cette conception d'âme multidimensionnelle. Même chose, c'est pas possible de faire un voyage chamanique si vous ne touchez pas cette notion-là, parce que l'âme multidimensionnelle, c'est vous êtes à la fois dans votre corps et à la fois c'est possible d'être ailleurs. Donc voilà, les prochains épisodes vont être un petit peu sur la lecture de cette parle, où je vais un petit peu essayer de vous partager ma compréhension du texte, ce que j'en retiens, les informations principales. Alors bien sûr avec toute modestie, parce que forcément, comme ce sont parfois des principes quantiques très poussés, ça va au-delà de ce que le mental peut enregistrer et peut comprendre et peut intellectualiser. Vraiment le livre, il est fait comme ça. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup ce livre et qu'il a changé beaucoup de choses, au-delà même de la compréhension que je peux en faire. Voilà. Donc c'est parti, on va se lancer dans un nouveau chapitre et à chaque fois vous retrouverez un petit peu comme ça l'introduction pour chaque épisode qui vont venir. Donc c'est parti, on se lance dans la lecture de cette parle, l'éternelle validité de l'âme, donc le tome 1. Chapitre 4, le théâtre des réincarnations. Alors là, c'est super intéressant dans ce chapitre, puisque Seth nous explique un petit peu comment ça fonctionne au niveau de l'âme multidimensionnelle. Alors il prend la comparaison avec une pièce de théâtre, comme si nous sommes en fait des acteurs, et que ces acteurs en fait jouent une pièce, un rôle. Ça ne veut pas dire que ça n'est pas important, que ça n'a pas une existence, une validité, mais c'est vraiment un rôle. Donc il explique que dans cette vision d'âme multidimensionnelle, nous sommes à la fois là en ce moment au XXIe siècle, et à la fois on peut être au XIIIe siècle, on peut être en l'an 3000, au XXe siècle, enfin voilà, que en fait on peut être partout à la fois et en même temps. Ce qui peut nous paraître paradoxal avec ce terme réincarnation, parce que nous on envisage en fait la réincarnation comme une progression de façon linéaire. Et lui, ce qu'il essaye de nous expliquer, c'est que c'est pas vraiment de cette façon que ça fonctionne. Parce que dans notre conception, en fait, on s'imagine que on avance en fait dans le temps et qu'on devient une autre personne qui va venir après et après et après, et que ça peut être long. Alors qu'en fait, tout se déroule en même temps, donc au final, c'est pas si long que ça. On va dire que c'est le temps de votre vie. Ça me fait penser à un autre sujet, je vous l'expliquerai juste après, mais pour l'instant je termine sur l'idée de Seth. Donc sa façon de nous expliquer en fait la réincarnation, c'est d'envisager en fait que toutes ces différentes vies grandissent à partir de notre moi interne. Donc ça vient pas de l'extérieur, c'est pas quelque chose d'extérieur qui va créer toutes ces extensions, c'est à partir de nous, de notre intérieur. Et ça veut pas dire que toutes ces vies n'ont pas leur importance, qu'elles n'existent pas, puisque comme il nous avait expliqué, quand il crée des personnalités, forcément chacune est indépendante avec son rôle, son but, etc. Donc dans ce chapitre, il nous explique que non seulement en fait nous sommes créateurs de toutes ces vies, toutes ces réalités, mais aussi de notre environnement. Donc tout ce qui est autour de nous, c'est nous qui créons cet espace, et parfois il essaye d'expliquer qu'on est triste de quitter ce monde en se disant on va perdre ce monde matériel, ce monde matériel va continuer après moi,
Mais en fait c'est faux, ce monde matériel existe parce que nous sommes là. Nous sommes créateurs de ce monde matériel qui se manifeste autour de nous, donc sans nous il n'a pas d'existence. Donc ça peut paraître un peu paradoxal et un peu étrange, dit comme ça, mais c'est comme ça qu'il nous explique les choses. Alors mon idée que je voulais là vous exposer, c'est que je me suis dit, alors peut-être, donc ça reste une hypothèse, on n'aura pas la preuve dans cette vie-là, mon hypothèse c'est que nous sommes du coup tous liés les uns les autres dans toutes ces vies multidimensionnelles, que ce soit à travers cette ligne du temps ou dans les différents espaces. Ça n'a pas d'importance, puisque de toute façon, la conscience n'est pas limitée, donc elle va un petit peu partout. Donc nous sommes toutes ces vies-là, et je pense qu'on travaille tous de manière collaborative, qu'on coopère. Et ce qui veut dire, c'est qu'une fois que nous, là, la personnalité qu'on a incarnée dans ce monde-ci, on sera mort pour rejoindre un autre plan, et bien toutes ces autres vies vont également mourir, on va dire entre guillemets, en même temps, puisque je vous rappelle qu'il n'y a pas d'espace-temps, mais on va dire que toutes ces vies vont s'arrêter ensemble pour pouvoir se réunifier, et c'est ce qu'on appelle en fait l'ascension, le fait d'amasser toutes ces connaissances pour pouvoir atteindre un plan supérieur. Donc nous on a cette idée de linéarité, que ça vient de façon successive, mais si on envisage que tout est en même temps, et que finalement on va tous se rassembler en même temps, et qu'on va pouvoir accéder à un autre plan, on est déjà en train de travailler pour faire tout ça. Je sais pas si c'est très clair ce que j'essaye de vous dire, mais voilà, c'est un petit peu comme ça que je me dis, peut-être que les choses se font. Finalement, c'est important, là, ce qu'on est en train de faire, notre vie, on a l'impression qu'on a peut-être une vie un peu banale, parce que, en plus, dans notre société, c'est beaucoup métro, boulot, dodo. Donc on se dit, ouais, il n'y a pas vraiment de choses entre, quelle importance au final, puisque je ne suis pas quelqu'un qui représente l'autorité, le pouvoir, comme on avait dit dans l'épisode précédent, quelqu'un d'important qui a une influence, donc on peut se dire, à quoi bon? Alors on est en train de collaborer avec toutes ces différentes dimensions, ces palettes de nous, qui font qu'on est en train de collaborer, de coopérer, de travailler pour cette élévation de conscience, pour tous ces apprentissages que nous sommes en train d'expérimenter et d'amasser pour pouvoir élever cette conscience qui va atteindre après un autre plan, mais qui continuera dans cet autre plan ensuite à encore expérimenter, à encore tester pour voir un petit peu tout le pouvoir créateur de cette conscience. En fait, ils sont en train de tester les limites de la conscience, jusqu'où elle peut aller, jusqu'où elle peut créer, jusqu'où elle peut se manifester, dans quel plan, dans quels différents plans, où sont les limites. Donc techniquement, il n'y en a pas, sinon celle de l'imagination, on va dire ça. Mais du coup, voilà, c'est un petit peu comme ça que je vois les choses, et c'est comme ça que Seth essaye de nous expliquer en fait la multidimensionnelle. Il n'y a pas de façon progressive, successive dans le temps, tout est ensemble. Et alors ce que j'aime beaucoup aussi dans ce chapitre, c'est qu'il nous rappelle que tous ces échanges possibles entre ces différentes vies, ces différents mois, se font de façon instantanée. Et même, alors il l'écrit carrément, enfin il l'écrit, il le dit, parce qu'on se rappelle que c'est une entité qui incarne Jane Roberts, donc qui est en plus écrit par son mari, puisqu'elle lit de temps en temps les chapitres, mais il y a des pauses, de temps en temps elle ne lit pas tout. Elle fait confiance en fait au processus de Seth pour pas aussi anticiper ou vouloir interrompre le processus, donc elle l'explique aussi dans son livre. Donc lui, il nous précise même qu'il est carrément faux de supposer que nos actions dans cette vie sont causées par une existence précédente ou qu'on peut être puni dans cette vie pour des crimes qu'on a commis dans une autre vie, parce que ces vies sont simultanées. J'ai envie de dire, ouf, enfin un auteur, bon du coup une entité non incarnée, mais ça reste un auteur, qui écrit dans le livre qu'il n'y a pas de loi karmique où on est puni de nos péchés. Ça, c'est vraiment le côté religieux. Donc effectivement, si vous y attachez une importance et si vous pensez que c'est vrai, ça va vous arriver puisque ça sera dans votre expérimentation. On est toujours sur le système de croyance, vous allez expérimenter ce à quoi vous croyez. Donc vous aurez toutes les preuves que oui, dans une vie antérieure, vous avez fait ça, donc forcément, vous emportez les stigmates là et vous devez payer pour vous racheter. Mais j'ai pas cette conception et ça me fait du bien de lire enfin un auteur qui le dit non, c'est carrément faux. Comme nos vies sont simultanées, tout est dans l'instantané, cause à effet, donc il n'y a rien à racheter.
Il n'y a rien à porter, il n'y a pas de croix, de blessure à transcender. En fait, on le fait déjà. Ce qui peut avoir à transcender, c'est là notre culpabilité qu'on est en train de porter là, maintenant, dans cette vie, parce qu'on a fait des actes qui nous semblaient pas corrects, etc., selon la valeur morale en plus de cette réalité duelle. Donc vous voyez un petit peu tous les mécanismes qui sont mis en place, mais il n'y a pas de loi au-dessus divine, en fait, qui nous punit. Il n'y a pas tout ça. Donc de toute façon, si vous vous connectez énergétiquement à ces plans supérieurs, c'est ça, c'est que de l'amour. Et le but, c'est ça, c'est de viser ces plans supérieurs d'amour, de retourner à cette partie divine où nous ne sommes faits que d'amour. Quand on est plutôt là en bas sur Terre, c'est qu'on n'y est pas franchement encore arrivé. Me vient aussi là cette pensée par rapport aux gens qui sont importants. J'ai encore lu aujourd'hui une personne qui répondait à une autre en disant parce que l'autre n'est pas connu, n'est pas une personne, une star de cinéma ou peu importe, quelqu'un qui a une influence extérieure qui semble avoir du pouvoir et être important, qui a sorti donc à l'autre personne mais en fait t'es qui toi, t'es rien. Elle au moins elle a réussi. Vous imaginez l'impact de cette croyance et de ces mots, de se dire parce que la personne est une célébrité comme on l'en définit dans cet univers au XXIe siècle. Si jamais il y a une autre dimension qui écoute, je précise l'univers, le lieu, l'heure, la date, pour la petite blague. Vous imaginez l'impact de cette croyance de se dire que c'est parce que j'ai de l'argent, je suis célèbre, je suis reconnue, on m'adule, ou on me déteste, parce que forcément il y a les deux facettes, il y en a qui aimeront un style de musique, d'autres plus d'autres, et forcément il y a des gens qui vont détester l'un l'autre, toujours cette dualité, de se dire que cette personne elle a réussi parce que elle est célèbre, donc je suppose que c'est parce qu'elle gagne beaucoup d'argent, donc imaginez que vous réussissez votre vie parce que vous avez de l'argent. Vous imaginez à quel point cette croyance est terrible. C'est fou de se dire j'ai réussi parce que j'ai de l'argent, donc ça veut dire que toutes les personnes qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas de cette célébrité, cette notoriété, mais qui ont par exemple eu des enfants, qui ont partagé des certaines valeurs, qui ont transmis ces valeurs à ses enfants, etc. Dire que cette personne, en fait, elle a raté sa vie, quoi. Vous imaginez l'impact un petit peu de cette croyance, c'est seulement les gens qui ont de l'argent qui ont réussi. Tous les autres, on a raté notre vie. Bah, on est nombreux alors, j'ai envie de dire, super, on a tous raté, en fait, qu'est-ce qu'on fait ici alors, si c'est si nul que ça, en fait, de ne pas gagner d'argent. Et le plus important, c'est pas ça, c'est pas de gagner de l'argent, enfin, on n'est pas là pour ça, normalement. On est là pour cette expansion de conscience. Donc dans cette idée de ces personnes qui pensent que c'est parce qu'on a cette notoriété et cet argent qu'on est important et que du coup on réussit, c'est vraiment encore attaché à cette illusion, à ce monde des illusions. Donc quelque part je me dis c'est peut-être là où on s'aperçoit qu'on a cette différence en fait d'évolution entre les âmes. Il y a les plus jeunes qui vont s'attacher à ce monde réel, matériel, en se disant bah voilà, il faut de l'argent et qui vont jouer le jeu, qui vont jouer le jeu à fond, qui vont essayer de gagner de l'argent, qui vont essayer de devenir célèbres et qui vont entretenir toute cette illusion parce qu'ils sont jeunes, ils sont encore en train d'apprendre. Et puis il y a ceux qui sont un peu plus avancés dans leur évolution et qui se disent bah non, j'ai pas besoin de tout ça, et au contraire qui essayent même de se détacher de tout ce côté matériel. Donc c'est pas toujours forcément facile et évident, on a tous envie d'avoir un toit et à manger tous les jours, on se dit pas volontairement je vais aller vivre dans la rue sans rien. Donc c'est très dur de se détacher de tout ce côté matériel, mais en même temps plus on se détache de ce côté matériel et plus on se rapproche de notre nature divine qui est faite d'amour. Parce qu'au final, vouloir amasser de l'argent, c'est pas forcément pour distribuer de l'amour aux autres. Parce que là, dans les célébrités que je vois, en tout cas dans ce que je vois, dans ceux qui ont de l'argent, il n'y en a pas beaucoup qui distribuent de l'amour autour d'eux. C'est pas vraiment le but recherché par ces personnes, mais voilà, sans jugement de valeur, mais c'est pas leur but. Donc je me dis, au contraire, plus on arrive à se détacher de la matérialité et plus on est avancé. Donc à la fois,
c'est là où on a tout ce mélange des âmes un peu plus jeunes et des âmes, on va dire, un peu plus vieilles, sachant que toujours, on se rappelle, il n'y a pas d'espace-temps. Mais voilà, dans l'expérimentation, on se dit, voilà, on va mettre des toutes fraîches, là, avec des plus anciennes, et puis on va créer cette réalité. Il y a un accord sur les conventions de comment sera cette réalité, avec les bâtiments, les arbres, les roches, etc. Donc il y a toute cette convention, on met en place le système, on met en place le jeu, et puis on joue nos rôles d'acteurs dans cette dimension pour apprendre, pour élever les consciences. Mais je pense que oui, on a ce mélange de conscience de personnes qui sont un peu plus avancées dans leur cheminement et de personnes qui sont un peu moins. Et Seth nous dit aussi dans son livre qu'il y a aussi des spectateurs en fait qui sont en train de regarder ces différentes scènes de théâtre, puisque lui il décrit en fait nos réalités un peu comme des pièces de théâtre qui peuvent dans notre temporalité avoir cette apparence de succession, mais en fait il n'y a pas cette succession, mais il y a des spectateurs. Donc il nous dit il y a des spectateurs. Et en même temps, il dit il y a aussi des intervenants qui sont là pour apporter des éveils de conscience, qui sont là un petit peu pour apporter ces vérités, pour essayer de les diffuser, de les propager, pour que ce soit possible d'accéder au plus grand nombre, justement pour avancer encore la conscience collective et puis avancer pour chacun dans cette idée d'évolution, dans l'élévation spirituelle de chaque être. Donc vraiment ce chapitre il est super intéressant pour ça. Il y a beaucoup encore de concepts qui sont développés et il nous rappelle encore que tout a une conscience, même ce qui nous paraît inerte, parce qu'il nous dit chaque rocher, chaque plante, chaque montagne sont constituées d'atomes et chaque atome est porteur d'une conscience. Donc vous voyez, il y a toutes ces, on va dire un petit peu ces degrés de développement sans pour autant juger en disant que l'un c'est mieux que l'autre. En fait, on a besoin de cette diversité pour expérimenter. Donc même chose pour les gens qui pensent que être riche, c'est réussir sa vie, s'attacher à ça, même si ce sont de jeunes âmes qui du coup sont encore dans l'apprentissage, ça veut pas dire qu'elles n'ont pas de valeur. C'est pas parce qu'elles sont en train d'apprendre qu'elles n'ont pas de valeur pour autant. Ça marche en fait dans les deux sens. Eux, ils pensent que c'est l'argent qui font réussir, donc ça voudrait dire que toutes les autres personnes sur Terre n'ont pas de valeur. Or non, toutes les personnes ont une valeur, qu'elles aient de l'argent ou qu'elles n'aient pas d'argent. La vie a de la valeur. Chaque vie, chaque être, chaque chose en fait qui sont créées là de façon matérielle, chaque conscience qui constitue et qui compose notre réalité a de la valeur. On ne peut pas s'attacher à un critère en disant voilà, si on s'attache à ce critère-là, lui il a plus de valeur. C'est juste des différences de degrés d'élévation, mais ça ne veut pas dire que quelqu'un a plus de valeur que quelqu'un d'autre. On va dire plutôt peut-être plus de sagesse. Vous voyez, dans tout ce qui est nature, il y a plus de sagesse, il y a plus de connaissances, il y a plus de savoir à transmettre et dont on doit tirer des enseignements. Donc je mettrais ça plutôt sous forme de plus de sagesse que plutôt plus de valeur. Toutes les vies ont une valeur, même ceux qui ont des vies qui ne nous correspondent pas, dont on va émettre parfois peut-être le jugement en disant ils ont une vie merdique, faut dire ce qui est. Donc même ces vies-là ont de l'importance. Même si nous sommes tous en train de jouer un rôle dans un décor fictif qui du coup disparaîtra avec nous tous, même si on est en train de jouer un rôle, ça veut pas dire que c'est pas important, parce que justement c'est important pour notre élévation, pour ce qu'on est en train d'apprendre et ce qu'on est en train d'expérimenter. Et en même temps, plus on amasse de la connaissance, et plus notre conscience est capable du coup de créer d'autres personnalités dans d'autres réalités pour pouvoir voir à quel point elle est créatrice et aller encore plus loin et toujours plus loin pour toujours cette idée d'élévation. Et donc plus on va plus loin et plus on se rapproche après de la source, de ce que l'on est, de tous ce qu'on peut appeler en fait nos guides êtres ascensionnés. Donc eux aussi, à un moment, ils ont peut-être aussi été des êtres matériels quelque part ou des entités même non matérielles dans d'autres réalités. Ils ont amassé de la connaissance, ce qui font qu'ils sont dans un point plus élevé. Donc là, à l'instant T, on a l'impression qu'ils sont dans un point plus élevé, mais si ça se trouve, c'est peut-être nous. Vous voyez ce que je veux dire ?
C'est sans prétention, sans dire que nous sommes tous des anges, des guides, des êtres ascensionnés. Mais disons que quand on aura atteint un certain élévation de conscience, donc là on se projette dans le futur, puisqu'on est une personnalité incarnée là dans l'instant T. Donc une fois qu'on aura atteint un certain niveau, nous aussi nous pourrons peut-être être ces guides-là qui enseignons en fait aux humains. On est peut-être déjà en train de le faire. C'est peut-être déjà nous-mêmes qui sommes en train de nous enseigner à nous-mêmes. Donc ça me fait penser au côté médium où on se connecte à ces guides, etc. Qui dit que c'est pas en fait nous-mêmes sur un plan de conscience plus élevé qui prenons par exemple l'apparence d'un animal, donc notre animal de clan qu'on en a là maintenant, pour pouvoir traduire sous forme d'image, de représentation, d'iconographie, quelque chose qui est compréhensible par l'humain qui est là dans ce plan incarné. Mais ça peut être très bien nous qui sommes en train d'enseigner à nous-mêmes parce qu'on sait ce qu'on est en train d'apprendre à cette personnalité pour qu'elle puisse atteindre le niveau de conscience où on en est puisqu'on est passé par là. Vous voyez un petit peu, c'est le poisson qui se mord la queue. Mais en même temps, c'est intéressant parce que Seth, il le dit dans son livre que c'est ce qu'il avait fait avec Jane Roberts. Il savait que dans son enfance, elle avait ces capacités-là et qu'il pouvait lui enseigner. Donc, quelque part, on peut même se poser la question si Seth n'est pas une entité plus évoluée, dans un plan plus évolué de Jane Roberts. Vous voyez, ça pourrait être cette idée-là. Bon, peut-être que là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Mais on se dit peut-être que c'est ça, ce qu'on reçoit d'enseignements de nos guides, des maîtres ascensionnés, les leçons qu'on apprend pour pouvoir avancer, c'est peut-être nos propres leçons que nous sommes en train de nous donner pour avancer puisqu'on connaît le chemin. On sait où on doit nous emmener en fait pour avancer. Donc ça peut peut-être paraître un petit peu alambiqué, mais bon, c'est une hypothèse. On peut même se poser la question si là, notre réalité là, de notre période qu'on est en train de vivre, si nous ne sommes pas juste tous les mêmes, l'extension de la même conscience qui est en train d'amasser des connaissances. Et qu'au final, nous ne sommes pas des personnes différentes, nous sommes juste des personnalités différentes de cette conscience qui s'exprime dans le même espace matériel qu'elle a créé. Ça pourrait être possible aussi, puisque finalement il n'y a pas de limite à la conscience, donc tout est envisageable. Et donc dans tout ça, il nous rappelle qu'on crée beaucoup d'environnements comme ça différents, dans lesquels les différents acteurs sont en train de jouer, qu'il n'y a pas vraiment de limite à tous ces rôles pour apprendre, pour expérimenter. Et il nous rappelle que les moments où on va dire notre conscience est en train d'un petit peu de se réunifier, de choisir où est-ce qu'elle va développer tel aspect, c'est dans les rêves en fait. C'est à ce moment-là où il y a cette communication commune, où tout le monde est en train de discuter pour se mettre d'accord de qui fait quoi, comment, où tous les mécanismes se mettent en place. Donc quand on en est conscient de ce qui se passe dans cet espace de communication qu'est les rêves, sachant que là, en plus, on peut être sur différents plans à l'infini, vu qu'on est moins limité par notre corporalité. Quand on s'en rend compte, forcément, on se réveille un peu épuisé. Au final, le corps, lui, s'est reposé, mais pas la conscience, pas le mental. Tout cet aspect du cerveau qu'on ne sait pas encore, en fait, vraiment comment ça fonctionne. Vous voyez, toute cette partie de notre pensée créatrice, tout ça fonctionne durant la nuit et ça peut être épuisant quand on se rend compte que finalement c'est pas un temps de repos mais au contraire un temps de travail. Donc quand on a en plus des rêves très prégnants qui nous rappellent tout ce qu'on a bossé durant la nuit, on se réveille épuisé et ça peut aussi influencer sur le corps qui se sent aussi vidé de son énergie puisque comme du coup cette conscience est énergie qui maintient la structure de cette matérialisation de notre corporalité. Donc forcément, quand cette énergie elle est un peu à plat, le corps aussi il ressent ce sentiment d'être à plat. Donc c'est vrai que je ne sais pas si vraiment on a des temps de repos, des vrais temps de repos, parce que la conscience est toujours en train de fonctionner, le cerveau aussi, la pensée, tout ça est permanent. Il n'y a pas d'instant où on n'a pas du tout de pensée, où il ne se passe rien. Il se passe forcément quelque chose, même si c'est dans un autre plan, si là on a l'impression de ne rien faire, d'être statique, à savoir que comme nous sommes dans différents plans tout en même temps, on est en train de bosser ailleurs en même temps, c'est juste qu'on s'en rend pas compte. En plus, nous sommes des êtres vibratoires, donc on vibre à la fois dans cette réalité qui nous semble statique, mais en fait on ne fait que vibrer
Donc on est là et à la fois pas là. Donc je sais pas si vous imaginez la complexité du coup du truc. On est là, pas là, et en même temps on est dans différents plans, en train de créer différents acteurs qui sont en train de jouer différentes scènes. Et pourquoi pas, nous sommes tous les mêmes acteurs sur la même scène. Je pense que ça doit être possible, on doit aussi avoir des moments où on se croise soi-même. Alors après, je ne pense pas qu'il développe sur le thème tout ce qui est âme sœur, famille d'âme, etc., tout ce qu'on entend. Donc j'ai pour l'instant pas vraiment d'ailleurs d'avis sur la question. Juste à faire attention, si vous ne le ressentez pas à l'intérieur de vous avant que la personne vous dise je suis ton âme sœur, c'est que ça n'est pas votre âme sœur. Il n'y a pas l'expression de ce lien en dehors de sa croyance. Vous voyez ? Il ne faut pas vous laisser influencer par ce que l'autre pense en disant je suis ta flamme jumelle, ton âme sœur, en gros donc tu m'appartiens. Vous voyez, c'est sa croyance qui projette sur vous. Mais si vous ne le ressentez pas instantanément en voyant l'autre, n'y attachez pas forcément, ne donnez pas forcément de croyance, d'importance à ces mots-là. C'est comme ça que je pourrais dire. Alors dans tout ce que j'ai développé là en plus dans ce chapitre, vous allez me dire, mais Stéphanie, pourtant tu proposes des soins énergétiques pour travailler sur le transgénérationnel et sur le réseau akashique. Comment c'est possible puisque de toute façon on travaille en collaboration. Il n'y a pas cette idée de blessure karmique qui nous suit. Donc pourquoi faire un soin énergétique qui va travailler sur ça? Ça sert à rien. Eh bien c'est là où justement on va encore se faire des nœuds au cerveau. Où je pense que ça sert dans le sens où dans toutes vos vies, en fait, vous avez besoin de cette information, puisque le soin énergétique, en fait, va être encore une énergie qui va être transmise sous forme d'information et reçue par vous et par les autres. Donc, dans ce soin énergétique spécifique, où on travaille sur les blessures, les transmissions transgénérationnelles et du coup toutes les mémoires, eh bien, je pense que c'est parce que effectivement, il y a l'appel de toutes vos vies à faire ce soin pour pouvoir vous libérer tous en même temps. Et c'est vrai que quand je travaille ce soin, je travaille sur un point de votre réseau, mais ça va influencer tous les autres points. C'est un petit peu comme quand on travaille en fait sur le corps. Si je mets les mains au-dessus par exemple de votre chakra cœur, vous n'allez pas recevoir l'énergie que sur votre chakra cœur et ça va pas se limiter à ça, ça va se diffuser dans tout votre corps, ça va se diffuser dans toutes vos cellules, ça va se diffuser dans tous vos champs énergétiques. Eh bien, si vous voulez, c'est la même chose quand je travaille sur votre réseau akashique, je travaille sur du coup toutes vos vies. Toutes vos vies reçoivent ce soin, cette information, et on va dire dans l'instant qu'on est en train de partager à ce moment-là. On va plutôt parler de instant T, plus que se dire qu'il y a une vie antérieure. On va dire on travaille là dans l'instant T. Dans l'instant T, j'envoie cette énergie qui fait du bien en fait à tous. Donc du coup, ça aura des effets, des répercussions sur tout le monde, ce qui est logique, puisque c'est ce que Seth nous explique. Quand on est en train de vivre quelque chose, ça a une influence sur tous les autres, puisqu'on vit tous ensemble dans ces échanges instantanés. Donc effectivement, quand je vous fais ce soin, les autres reçoivent aussi. Et du coup, quand vous êtes ouvert à ça, ouvert à ce type de soins, en vous disant oui, j'en ai besoin, sachez que vous allez libérer tout le monde, même si vous n'avez pas forcément conscientisé quelle vie vous allez aider sur quel point, quel aspect de sa vie, ça va se faire, ça va fonctionner. Et du coup, c'est super chouette en fait. Alors, comme je l'ai déjà expérimenté sur moi, je peux dire que oui, effectivement, ça a libéré des mémoires où en fait, du coup, on appelle ça des mémoires ici dans ce temps où moi j'avais l'impression de porter ces mémoires, de porter cette croix, en fait, on va dire ça, ce poids, plutôt ce poids que cette croix, sinon ça va ramener au côté religieux. J'avais l'impression d'avoir cette mémoire et de porter ce poids, et quand j'ai fait ce soin, donc moi-même sur moi-même, j'ai libéré cet autre moi et ça s'est fait sur différents instants en plus de sa vie parce que j'ai eu des visions, elle m'a partagé ces différents moments
Et vous voyez, dans le soin, donc j'étais un instant T dans ma vie, mais elle était sur plusieurs instants dans sa vie. J'ai pu travailler sur tous ces points en même temps. C'est là où je vous dis, il n'y a pas d'espace-temps parce que c'est possible de faire ça. S'il y avait effectivement un espace-temps, j'aurais pas pu faire ça, je me serais juste libérée moi. Mais au final, je n'aurais pas libéré cette personne à différents endroits de sa vie. Or, c'est ce que j'ai fait. Donc voilà, c'est des choses que je fais aussi en soin. Donc oui, c'est utile de travailler sur vous, pour votre bien-être, pour vous améliorer, pour vous sentir mieux, parce que ça apporte aussi aux autres. Donc aux autres, par extension aux autres dans ce monde, parce que vous allez vous sentir mieux, vous allez rayonner, vous allez diffuser cette lumière autour de vous. Et en diffusant des informations énergétiques, c'est ce qu'il nous disait, on échange ces informations, donc les autres prennent cette information, ils savent pas forcément d'où ça vient, on conscientise pas tout, mais ils reçoivent cette information et ils la prennent. Donc non seulement vous avez ce travail-là, mais vous travaillez aussi sur toutes vos autres vies, ce qui fait que quand vous apportez cette lumière, vous l'apportez aussi à tous les autres et ça permet le bien-être pour tous. Alors encore une fois, ne prenez pas pour argent comptant tout ce que je vous dis, c'est parce que j'y crois, que je suis dans ce lâcher-prise et que je fais confiance à l'énergie qui va circuler à travers cette vie et les autres, que ça fonctionne aussi. On est toujours sur le même système. C'est parce que j'ai ces croyances aussi, que ces vies sont simultanées, que je sais que je peux apporter quelque chose sur ce plan et sur les autres vies. Mais effectivement, si ça ne rentre pas en résonance avec votre intelligence, eh bien, du coup, vous gardez vos croyances, vous êtes toujours libre de penser par vous-même et de ne pas y accorder plus de crédit que ça. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui sur ce chapitre 4 qui était encore riche. Il nous reste encore 4 chapitres pour ce premier tome parce que ça va jusqu'au chapitre 8. Donc nous sommes arrivés à la moitié du livre. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle journée, après-midi ou soirée ou nuit, suivant quand vous écouterez cet épisode. Et je vous envoie toutes mes amitiés. À bientôt.